Bien, bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée « Entreprendre en Bio-Vallée ». Elles ont ouvert la voie, ou elles sont passées par là, selon les affiches, à l'initiative de l'association Bio-Vallée et de la communauté J'entreprends en Bio-Vallée. Je suis Pierre Georgin, responsable de projet écologie industrielle et territoriale à l'association Bio-Vallée, un poste qui a été créé en 2021 sur financement exclusif d'entreprises mécènes de notre association et dont l'objet principal est de créer du lien entre acteurs économiques souhaitant s'engager sur les questions de transition écologique sur notre territoire et également du lien avec d'autres acteurs associatifs, institutionnels qui souhaitent également s'engager dans des coopérations avec les acteurs économiques. Donc je suis ravi de vous voir si nombreux et nombreux ce soir, signe sans doute que le sujet de l'engagement des entreprises pour la transition intéresse, questionne peut-être aussi et suscite un certain engouement. Philippe Lagrange, coprésident de l'association Bio-Vallée, va vous détailler plus précisément les intentions de cette conférence, mais avant cela, je tenais à remercier l'équipe salariée et bénévole de l'association Bio-Vallée qui s'est mobilisée pour préparer cet événement. Également les équipes de la CCVD qui nous accueillent ici au campus. Et bien entendu, les dirigeantes et dirigeants qui sont un peu partout dans la salle, membres de la communauté J'entreprends en Bio-Vallée, avec lesquels j'ai la chance d'interagir depuis maintenant 3 ans. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Philippe pour le mot d'introduction de cette conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour un sujet qui nous interpelle tous dans cette transition écologique et sociale des organisations avec effectivement les problématiques de transformation de notre monde dans le dérèglement climatique, mais aussi dans les problématiques géopolitiques qui interrogent toutes nos entreprises et toutes nos organisations. Je remercie plus particulièrement nos 2 vice-présidents à l'économie des intercommunalités qui sont là, Francis Fayard et Philippe Huyghe. Merci de nous accompagner ce soir. Je me présente, je suis Philippe Lagrange, je suis coprésident de cette association Bio-Vallée. Et si je suis coprésident, c'est que j'ai un partenaire, un ami, Jean-Jacques, qui l'est aussi. Et nous partageons cet engagement. Nous nous étions fixés 4 objectifs ce soir. D'abord, de dresser un bilan d'étape sur les actions concrètes mises en œuvre par les entreprises de la communauté. J'entreprends en Bio-Vallée, qui a été créé il y a 5 ans, ça nous rajeunit, Philippe Huyghe, qui est ici dans la salle, qui à cette époque-là était président de l'association Bio-Vallée. Et pour moi, je le remercie de cette initiative. Et pour moi, ça a été mon entrée dans cette belle association. Voilà, puisqu'il est venu me chercher, j'étais encore salarié d'une entreprise et il m'a dit « Je pense que ça pourrait t'intéresser de venir écouter et travailler avec les entreprises du territoire » et je l'en remercie. Philippe Huyghe et je crois le directeur de l'époque qui est aussi avec nous, Augustin Gendouze. Merci à vous deux. Donc cette communauté a été créée il y a maintenant 5 ans par notre association et à leur demande. Le deuxième objectif, c'est donner à entendre que la transition écologique des entreprises est vecteur de développement et de croissance durable pour leurs organisations et notre territoire. La transition écologique n'est pas quelque chose de punitif. On entend souvent l'écologie punitive, mais je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Voilà, mais la transition écologique est vecteur de transformation des entreprises, de développement et de croissance. Le troisième objectif, c'est de faire, ce soir, sera aussi de faire un appel aux autres entreprises du territoire, sous toutes leurs formes, des entreprises dites traditionnelles, aux coopératives et aux SIC, afin de rejoindre ce mouvement et cette communauté, selon le vieil adage, à plusieurs on va plus loin. Et enfin, c'est un moment d'anniversaire, puisque 5 ans ça se fête, tous les ans ça se fête aussi, mais 5 ans c'est un bon moment,
afin de se réjouir ensemble de toutes ces avancées et de le fêter ensemble ce soir. Je n'en dis pas plus et je vous invite à être attentif à ce moment, à ce colloque, et je vous remercie encore de votre présence. Bien, merci Philippe et Jean-Jacques. Et bon, je vous montre rapidement le programme de ce soir. C'est un programme qui a été conçu pour mettre vraiment en avant les entrepreneurs, les dirigeants et dirigeantes de la communauté d'entrepreneurs Biovallée. Pour nous, c'est d'abord une communauté humaine, c'est une communauté où on apprécie, j'ai l'impression, de se retrouver et où les entrepreneurs s'engagent personnellement. Et donc là, l'idée, c'était pas d'avoir une conférence descendante avec voilà, du contenu théorique, etc., mais plutôt des témoignages assez pratiques d'entrepreneurs du territoire. Bien. Vous avez certes, a priori, toutes et tous reçu ce livret, à l'accueil, et la version numérique qui a été envoyée par Chloé dans ses différents mails en amont de la conférence. Donc c'est le moment de vérifier si vous avez bien potassé le sujet de la conférence et si vous êtes incollable sur les engagements de nos entreprises membres de la communauté J'entrepreneur. Plus sérieusement, l'idée de ce livret, c'était de faire un point d'étape, comme l'a dit Philippe, sur ce qui a été fait sur ces 5 dernières années, montrer les réalisations, montrer l'engagement personnel des dirigeants, non pas pour fanfaronner sur le fait que nos entreprises seraient absolument les championnes de la transition ou qu'elles auraient tout juste, mais vraiment mettre en avant, pour moi ce qui est important, c'est la sincérité de leur démarche. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de témoignages de dirigeantes et dirigeants dans le livret. Et également des réalisations dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Et il est vrai que ce n'est pas évident pour les entreprises de communiquer sur leurs actions en matière de transition à l'heure des réseaux sociaux et de la suspicion généralisée de greenwashing, et on sait qu'il y en a eu. Voilà, et donc pour vous donner envie de rentrer dans cette lecture et pour illustrer un petit peu les actions, les réalisations qui sont dans ce livret, je vous propose un petit quiz pour lancer la soirée. Donc vous avez devant vous trois petits cartons de couleur. Donc ça correspondra aux 3 réponses A, B ou C. D'accord, donc à chaque fois je vous demanderai. Alors vous n'en avez peut-être pas devant. Voilà, je vous laisserai jouer tranquillement. Il n'y a rien à gagner. Vous avez vu qu'il y a des BD à vendre, mais il n'y a rien à gagner à ce quiz. Allez, on commence avec une première question qui concerne l'entreprise Charles et Alice. Et la question est la suivante. Quelle action a permis de réduire significativement la consommation d'eau de Charles et Alice? Est-ce que c'est la réponse A, l'installation de mousseurs ultra performants sur tous les robinets de l'usine d'Alex? Est-ce que c'est un nouveau système de convoyage à sec des pommes en remplacement des convoyages à l'eau? Ou est-ce que c'est la collecte des matières organiques résiduelles par l'unité Mourière méthanisation? Allez, à vos cartons, à votre avis. Alors, je précise qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Ok. Alors, je ne sais pas pour les mousseurs, Claire qui a hésité à rajouter le 3e, certainement que la A est vraie. La B, oui, c'était une des principales facteurs de consommation d'eau, c'était voilà, le convoyage, donc le fait de faire passer les pommes voilà, sur le processus de production qui passait avec de l'eau et donc un investissement dans un convoyage à sec pour le coup qui a permis de réduire significativement la consommation de l'eau, mais également la réponse C, puisque, et on l'a appris plus récemment, effectivement, le fait donc il se trouve qu'auparavant, les drèches de pommes, qui restaient donc un coproduit de la production de Charles et Alice, pouvaient être. Il pouvait y avoir un épandage de ces drèches j'imagine dans les champs, en tout cas un épandage de ces drèches, mais pour ça, il fallait les diluer, sinon c'était trop fortement concentré. Et ça utilisait beaucoup d'eau. Or, depuis quelques années maintenant, Charles et Alice amène ces drèches à l'unité de méthanisation de Vaunavet, donc de la société Mourière Méthanisation. Et donc tout ça donne une consommation d'eau qui a drastiquement baissé sur les dernières années. Ils s'étaient donné pour objectif en 20 ans
entre 2008 et 2028 de réduire de 80%, et la plupart du chemin a été réalisé. Deuxième question, on parle de la société Aquaterra Solutions. Alors, pour valoriser ces solutions en faveur de la biodiversité, quel site internet a été créé par Aquaterra Solutions, représenté par Stéphane Couret ici présent? Est-ce que c'est îlesflottantes.fr? Est-ce que c'est adopteuntriton.com? Ou est-ce que c'est génievégétal.eu? À vos cartons. Alors je vois, voilà, donc effectivement c'est génievégétal.eu, mais je vois quelques petits cartons verts, et ça aurait pu tout à fait être îlesflottantes.fr, mais voilà, Stéphane peut-être pour le cocktail vous expliquera peut-être pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis là-dessus, mais voilà, ça pouvait être mal compris peut-être avec certains desserts, etc. Mais évidemment, Aquaterra Solutions est notamment connu pour ses radeaux végétalisés ou îles flottantes qui permettent d'améliorer la biodiversité sur les cours et les plans d'eau. Et donc voilà, spécialiste initialement du gabion, donc ces cages en fer dans lesquelles on emprisonne la matière minérale, des cailloux. Aquaterra Solutions oriente désormais son modèle économique vers des solutions fondées sur la nature. Nouvelle question, Intermarché. Pour chauffer son magasin à Cray, Intermarché a investi dans un système de récupération de chaleur sur le groupe froid, a installé une pompe à chaleur eau alimentée par un pompage dans la Drôme, a dû écouler des centaines de BD la vallée du vivant pour pouvoir payer ses factures. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est principalement le A, effectivement. Donc ça, c'est un investissement très important qui a été réalisé sur le magasin de l'Intermarché de Cray il y a plus de 10 ans. Ce qui est important de noter, c'est qu'ils n'ont pas bénéficié d'aide du tout. Alors même que quelques années plus tard, un autre entrepreneur nous disait que pour le même investissement, lui-même avait bénéficié de 500 000 € d'aide de la part de l'ADEME, il me semble. Et en tout cas, c'est un investissement payant puisque les besoins de chauffage du magasin sont couverts à 100% par ce système-là et que l'investissement a été rentabilisé en 10 ans. Et les BD sont évidemment disponibles chez Intermarché, mais aussi à l'accueil ce soir. On parle du groupe Sol. Pour impliquer ses salariés, développer leur carrière et transmettre la culture de l'entreprise, le groupe Sol a mis en place. Est-ce que c'est l'Académie du mouvement? Est-ce que c'est l'école des gestes? Ou est-ce que c'est un MOOC intitulé Laisse béton? Alors le C, ils auraient beaucoup d'humour puisque le groupe Sol, c'est aménagement urbain, aménagement paysager, notamment pour faire du béton, mais pas que. Ils sont aussi très actifs sur le végétal et sur les systèmes d'aménagement qui permettent d'infiltrer l'eau à la parcelle, etc. Et ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'école des gestes. Donc c'était la réponse B, un joli terme pour expliquer, pour définir une formation intergénérationnelle qui implique des salariés plutôt en fin de carrière qui viennent transmettre leur savoir-faire, leur savoir-être aussi peut-être, à des jeunes recrues, et l'idée étant d'intégrer ces jeunes recrues et de leur transmettre la culture de l'entreprise, leur apporter de la reconnaissance et aussi une sorte de qualification, même si la formation dure 2 jours, avec une remise d'un petit document à la fin, alors que ces salariés parfois peuvent venir, ont pu avoir des difficultés dans leur parcours scolaire, etc. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, rentre dans le domaine de redonner du sens au travail. Et vous retrouverez plus de détails dans le livret, encore une fois. Donc 40 jeunes collaborateurs formés en 2 ans. Je pense qu'il y a eu une nouvelle session l'année dernière, donc le chiffre a dû augmenter. Il me semble que c'est la dernière question. Quel événement majeur a marqué les dernières années chez GPA, entreprise bien connue du territoire? Est-ce que c'est l'adoption du statut d'entreprise à mission? Est-ce que c'est l'atteinte de l'objectif entreprise à énergie positive? Et où, je donne un indice, est-ce que c'est l'inauguration d'une nouvelle usine géante de recyclage automobile dans l'Oise? Oui, tout à fait, c'est les 3. Et oui, tout à fait. Statut d'entreprise à mission 2023, et puis 2024, entreprise à énergie positive, notamment grâce
à l'installation d'une éolienne qui a permis de terminer de couvrir les besoins en électricité de l'entreprise. Donc l'entreprise, maintenant, sur son site de Livron, produit davantage d'énergie que d'électricité. L'énergie, je pense sous le contrôle de mon directeur, qu'elle n'en utilise. Et puis 2025, donc là c'est tout récent, c'est cet été, ils ont ouvert, alors j'ai appelé ça une usine géante en tout cas, c'est l'usine de Livron-sur-Drôme, encore en plus grand pour mailler le territoire de leurs usines de recyclage automobile. Eh bien, merci d'avoir joué le jeu. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la table ronde, donc la première séquence de notre soirée, avec donc modéré par Yannick Régnier, notre directeur de l'association BioVallée. Et donc j'appelle Émilie Fraisse, présidente du groupe Vincent, Isabelle Vauby-Vuillet, directrice des pépinières Vauby, et Alexandre Versini, directeur Europe Centre et Sud-Est de Bioline Agrosciences. Bien, content de vous accueillir ce soir, tous les trois autour de la table, autour des tables, et puis content de vous accueillir aussi, surtout aussi nombreux dans la salle pour cette conférence. Moi, je vais simplement du coup animer cette table ronde. On va passer ensemble une petite demi-heure. La thématique un peu fil rouge que je propose pour l'échange, c'est le titre « S'engager dans la transition écologique en tant que dirigeante ou dirigeant d'entreprise ». Bon, pour commencer, du coup, très simplement, je vous propose chacun de vous présenter, en 1 minute, challenge, l'activité de votre entreprise. L'idée, c'est surtout de voir qu'on a des entreprises très diversifiées, et la discussion, elle se passera dans des enjeux transversaux par rapport à cette diversité d'entreprises. Émilie, peut-être pour commencer. Donc Émilie Fraisse, je suis présidente du groupe Vincent, carrossier constructeur, carrossier poids lourd. Donc historiquement, le berceau est à Étoile, carrosserie Vincent. On s'est déplacé sur Livron il y a 5 ans, en 2020, en déplaçant notre filiale d'importation et distribution de matériel de manutention monté sur camion, Palfinger France. Donc le groupe Vincent aujourd'hui, c'est 950 personnes, répartis sur 40 sites en France. Donc le métier de base, c'est carrossier poids lourd, et on équipe des porteurs pour une clientèle de TP, de transporteurs, de recycleurs, des collectivités, et on en assure le service. Et on a lancé une activité de location de véhicules équipés de nos matériels pour essayer d'enclencher une activité d'économie de la fonctionnalité. Voilà. On y reviendra peut-être après. Alexandre ? Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Donc du coup, je représente Bioline Agrosciences, qui est une entreprise qui est basée à Livron-sur-Drôme. On est une entreprise qui produit des insectes et différentes autres bébêtes vivantes pour agir sur le biocontrôle, pour fournir des solutions de biocontrôle. Donc c'est des solutions alternatives à la protection des cultures, notamment pour contrebalancer, on va dire, l'utilisation de pesticides et d'insecticides en particulier, puisqu'on cible principalement les insectes dans nos solutions. Donc on est basé à Livron, on est une entreprise internationale, le siège est à Livron. On est sur le site de Livron à peu près 60. On a d'autres personnes en France, puisqu'on est 80 en France, basées à Paris et à Biot, à côté de Sophia Antipolis, dans le sud-est de la France. On a également des sites, un site en Espagne, un site en Angleterre, un site au Kenya et un site aux États-Unis. Donc voilà, on produit des solutions alors qui sont à la fois à destination des professionnels, principalement en culture protégée, mais également en maïs. C'est la seule, on va dire, culture de plein champ sur lesquelles on a des solutions aujourd'hui, mais également pour le grand public. On a, si vous allez dans les jardineries,
et que vous achetez des insectes vivants pour le contrôle de vos pucerons dans les rosiers, vous allez acheter une marque, enfin, j'espère, qui s'appelle Green Happy. Et donc derrière Green Happy, c'est Bioline Agrosciences, c'est notre marque grand public. Merci. Isabelle. Alors moi je suis Isabelle Vauvy, donc je dirige avec mon frère qui est juste en haut les pépinières Vauvy. On est pépiniériste éditeur, c'est-à-dire qu'en fait on fabrique des arbres fruitiers, on va dire pour la France et pour l'Europe. Et en tant qu'éditeur, on est associé à 4 autres pépinières du sud-est de la France. Et dans cette activité-là, on sélectionne des variétés pour pouvoir les multiplier ensuite et renouveler le verger au meilleur de sa performance. Voilà. Merci. Alors du coup, première question, peut-être pour rentrer dans le fond du sujet, qui est celle à la fois de votre activité et du contexte dans lequel votre activité se situe, donc toujours avec la trame de la transition écologique. En quoi les questions de transition écologique concernent naturellement l'activité de votre entreprise. Et peut-être, alors Alexandre, peut-être pour démarrer là-dessus, naturellement, c'est-à-dire même si vous n'étiez pas particulièrement motivé à titre personnel, de toute façon, ça rentre dans le champ naturel de l'activité de votre entreprise, cette question de transition. Ça me semble être a priori en partie le cas, mais il n'y a pas que la question de l'activité, il y a la question de l'environnement aussi financier de l'entreprise qui joue un rôle important chez vous. C'est vrai que moi, je n'étais pas du tout motivé par la transition écologique à titre personnel. Non, on en reparlera tout à l'heure. Exactement, je vous laisse en discuter pendant l'apéro. Plus sérieusement, nous, la transition écologique, elle intervient à plusieurs niveaux. Donc, vous l'avez compris, dans le type de produit déjà qu'on propose, nous, on s'inscrit directement dans la promotion de la transition écologique, puisqu'on essaye, par nos produits, d'avoir une action positive et de remplacer l'usage de produits chimiques synthèse dans un certain nombre d'applications agricoles. Ça, c'est la première chose. Mais de par notre structure également, on va dire, capitalistique, on a une appétence particulière à la transition écologique, puisque depuis à peu près presque un an maintenant, on a des nouveaux actionnaires à la tête de Bioline Agrosciences, qui sont des actionnaires, qui est un fonds d'investissement qu'on appelle à impact, donc qui investissent et qui donnent des fonds aux entreprises qui ont des impacts positifs, donc sur l'environnement, sur la planète. Le fonds qui nous finance aujourd'hui, c'est un fonds qui s'appelle Euraseo, qui est un fonds français, et plus particulièrement un fonds dédié à l'impact qui s'appelle Euraseo Planet Boundary Fund en bon français, donc le fonds des limites planétaires d'Euraseo, si on traduit en français. Et donc du coup, ces moyens, enfin ces fonds sont disponibles pour les entreprises qui agissent positivement sur les limites planétaires. Alors je vous laisserai, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que je pourrais tenir 3 heures sur les limites planétaires ici, et ça peut peut-être être l'objet d'une autre réunion, mais grosso modo, les limites planétaires, c'est l'ensemble des facteurs identifiés qui, une fois dépassés, rendraient notre planète inhabitable pour l'être humain. Et donc du coup, c'est toutes les entreprises qui ont un impact positif sur ces 9 limites planétaires qui intéressent le fonds d'investissement auquel on appartient dorénavant. Donc c'est vrai qu'au-delà de nous, les produits, on va dire, qui sont directement positifs pour la transition écologique, on a aussi maintenant, alors je le disais en rigolant au début, mais des managers et des employés qui sont motivés à ça de par le fondement de l'entreprise, mais également aussi des actionnaires qui nous suivent et qui nous fixent un certain nombre d'indicateurs, on va dire, de transition écologique aujourd'hui dans notre reporting. Merci du coup pour ce premier aperçu. Donc dans la continuité de vos activités, on a les pépinières Vauvy qui travaillent aussi avec le vivant. En revanche, la production agricole de manière générale n'est pas nécessairement ou intrinsèquement vertueuse. Ça dépend aussi des pratiques propres qui sont mises en œuvre. Et du coup, comment vous, dans la production d'arbres fruitiers, cette question de l'environnement joue positivement ou moins positivement autour des questions de transition écologique, environnement, enfin le contexte en général? En fait, le contexte de la production d'arbres comme le contexte de la production agricole en général, c'est comment on continue d'arriver à produire en France aujourd'hui.
ne serait-ce que ça, survivre et continuer à produire, c'est un enjeu. Et nous, ce qui est très, très, très clair et à la fois très triste, c'est de voir à quel point les structures agricoles ne sont pas reprises par les enfants des producteurs. Ça veut dire tout simplement que c'est une filière qui est en train de mourir. Parce que la capacité à produire, et c'est un enjeu qui est lié bien sûr à toutes les contraintes climatiques, le fait qu'on travaille avec tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas que ça devient de plus en plus difficile. Et je pense qu'en fait, quand on réfléchit à notre enjeu aujourd'hui, et on le réfléchit à notre niveau de pépinière, mais on le réfléchisse aussi dans toutes les instances collectives auxquelles on participe, parce qu'on est, comme très naturellement, dans le monde agricole, très, très relié à des entités multiples avec lesquelles on connecte. Cet enjeu de la production, c'est l'enjeu majeur de comment je continue d'arriver à faire mon métier, à planter des arbres, à les faire pousser et dans un environnement qui voudra bien me les acheter, parce qu'il y aura toujours des gens qui produiront en face de moi. Voilà. Donc je pense que cet enjeu de la transition, il est important, mais il est si sensible dans le monde agricole parce qu'il est juste connecté à la question de la survie. Voilà. Merci. Très bonne entrée en matière autour de la réalité du monde économique, avant tout. Et Émilie, alors on sort a priori de l'univers du vivant, on rentre dans l'univers de la mécanique. Néanmoins, le groupe Vincent et en particulier l'entreprise Palfinger, quels sont les déterminants qui l'orientent ou non vers les questions de transition ? Alors effectivement, naturellement, la transition écologique ne s'invite pas du tout dans nos activités, puisqu'on travaille l'acier principalement. En fait, elle s'est invitée en 2022, pendant la période de forte pénurie sur les composants électroniques notamment. On a aussi connu des pénuries sur les vérins, enfin voilà, pénurie d'approvisionnement de pièces. Et là, on a touché du doigt quand même le sujet de la transition écologique. Et puis aujourd'hui, on est questionné par nos clients, on est questionné par, principalement nos clients, et puis par nos financeurs. Les banques nous demandent qu'est-ce qu'on met en place pour la transition écologique, parce que ça va nous donner accès à des taux bonifiés si on arrive à faire quelque chose. Voilà, l'ensemble de l'écosystème se questionne mutuellement en fait sur les questions de transition écologique, y compris dans nos métiers de carrosserie industrielle. Alors, ce qui nous permet du coup de faire la transition, puisque c'est pas très naturel dans la mécanique a priori, quel est le rôle que joue la motivation des dirigeants d'entreprise, votre motivation propre de dirigeant d'entreprise, dans la trajectoire finalement et l'évolution de l'entreprise ? Alors, pour moi, le premier moteur, ça a été cette nécessité de transition, de s'inscrire dans une transition et dans une réflexion sur réinventer notre modèle économique pour s'inscrire dans une durabilité écologique. Ça m'a permis, à titre personnel, un réalignement entre des valeurs personnelles et ma vie professionnelle, en fait, tout simplement. Oui, Alexandre. Alors du coup, vraiment convaincu à titre personnel ? Et comment ça joue du coup par rapport à l'exercice du métier ? Est-ce que par exemple le fait de travailler pour Bioline aujourd'hui, ça vient d'une conviction écologique, on pourrait dire, de manière simple ? Alors oui, ça vient alors à titre personnel, ça vient d'une conviction évidemment. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'industrie chimique, hein, donc on va pas se mentir. Il y a des prises de conscience qui se font à des moments donnés. Il y a les opportunités qui se font. Mais ce que j'aime bien dans ce que disait Émilie précédemment, c'est que c'est avant tout, et on le voit aussi dans les recrutements et dans les personnes qu'on recrute, puisqu'on est dans une période où on a pas mal recruté, cette histoire de valeur, à la fois de l'entreprise, à la fois du dirigeant, à la fois des actionnaires, j'en parlais tout à l'heure.
c'est quelque chose qui est clé pour ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que le dirigeant, les cadres, enfin les encadrants, les ouvriers, soient alignés dans cette volonté de changer les choses. Et à minima, pas forcément de les changer, mais en tout cas d'en avoir conscience. Et ça, c'est hyper important et c'est clé. Si vous êtes dans une entreprise qui se dit on va faire de la transition écologique et que les valeurs sont pas là, c'est un peu voué à l'échec. Hein. C'est un peu faire du greenwashing. Et c'est d'ailleurs il y a pas mal de gens qui se sont pris les pieds dans le tapis avec ça. Mais en tout cas, quand on a un alignement des actionnaires, des dirigeants, des encadrants et des ouvriers, ça se fait assez naturellement. Et pour nous, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au recrutement, c'est un vrai plus parce qu'on a de plus en plus de gens qui recherchent dans leur emploi, certes un emploi, certes une rémunération, certes un poste, mais qui cherchent aussi des métiers qui ont du sens. Donc on a la chance, quand on accompagne ça, de pouvoir proposer ce genre de choses également. Peut-être je reviens juste sur la trajectoire personnelle, voilà, parce que la conviction venant de la chimie, bon, moi j'ai travaillé dans le pétrole, hein, chacun a ses tares historiques, et donc dans le monde de l'énergie, je suis passé du pétrole aux énergies renouvelables. Est-ce que, enfin, c'était quoi les déterminants? Est-ce qu'il y avait des déterminants personnels forts ou c'était une opportunité? Alors, c'est toujours la même chose. C'est un peu la poule et l'œuf. C'est l'opportunité, évidemment, mais c'est une opportunité qui tombait à un bon moment, en fait. C'est un moment où on se rend compte, quand on commence à travailler, on est un peu tout feu, tout flamme, on va dans tous les sens, on essaye de comprendre ce qu'on fait, etc. Puis au bout d'un moment, on prend un peu de recul et puis on se dit, bon... est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que c'est super de travailler dans la logistique de produits phytosanitaires? Est-ce que ça fait vraiment avancer les choses? Est-ce que voilà. Et quand on est en plus, on voit par derrière qu'une dynamique de profit, une dynamique de placement à tout prix. On se dit, on se reconnaît plus forcément là-dedans. Donc une fois de plus, hein, c'est une analyse personnelle. C'est pas forcément tout le monde partage peut-être pas ce point de vue-là, mais en tout cas voilà. Et il y a un autre truc aussi qui vient s'ajouter à ça, c'est on va dire l'appétence personnelle et le background personnel. J'aime pas utiliser ce mot anglais, mais il va bien. C'est que moi, je suis originaire d'une famille de paysans, et il arrive un moment aussi où vous rencontrez et vous voyez vos oncles, vos cousins, qui ont tout un tas de trucs bizarres de santé, et où finalement on vous dit, bon, bah, finalement, utiliser de chimiques dans les années 60, c'était la panacée, mais bon, maintenant, ça ne l'est peut-être plus d'un point de vue santé. Il faut faire attention, et quand je dis ça, je veux pas faire de... Je veux quand même préciser, parce que je vais aussi dans le sens de ce que disait Isabelle tout à l'heure. Il y a une vraie lacune de personnes qui veulent reprendre les exploitations agricoles et qui veulent continuer là-dedans. Et aujourd'hui, on les stigmatise un peu en disant, bon, vous utilisez de la chimie, c'est pas bien, etc., etc. Nous, on est là en tant que biocontrôle pour amener des solutions, mais on n'a pas la solution à tout. Donc il faut aussi qu'on travaille intelligemment, que tout le monde travaille intelligemment pour que la transition, elle se fasse. C'est vraiment une transition, c'est pas on-off. C'est-à-dire que c'est pas la chimie c'est mal et on met du biocontrôle à la place. Et c'est probablement un curseur qu'il faut déplacer petit à petit, parce que l'industrie du biocontrôle, c'est une industrie. Alors bon, nous, Bioline, on a presque 50 ans, mais ça, je peux vous dire que les 30 premières années, mes prédécesseurs, ils ont surtout bataillé pour essayer de faire comprendre ce que c'était que le biocontrôle, et que oui, ça marche, parce que c'était pas ce que les agriculteurs avaient appris dans le passé. Et du coup, cette transition, elle est longue, mais elle doit se faire, et elle ne doit pas se faire au détriment de perdre des gens en cours de route. Hein. C'est-à-dire que si demain on a moitié moins d'agriculteurs, c'est pas le but. Ouais, non mais justement, pour revenir aux pépinières Vauvy, le contexte de l'entreprise, de l'agriculture en général, vous expérimentez des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Du coup, ça tourne beaucoup à la force aussi de votre motivation, à Jérôme. Oui, c'est ça. Et toi, Jérôme, Emmanuel et moi, parce que je suis moins connectée à la production, mais je trouve que, voilà, je prolonge ce que tu dis, c'est que nous, en fait, on est sur une activité agricole, on partage un territoire avec nos voisins, on ne produit pas des arbres bio, on produit une agriculture conventionnelle, on doit produire, on a des contraintes de productivité, et on a eu envie quand même
et d'expérimenter dans nos pépinières, de tester de l'agriculture, du découvert végétaux, l'utilisation de biocontrôle, de bandes fleuries, de non-labour. Enfin bref, on a exploré dans, je dirais, de multiples directions, peut-être trop, peut-être mal, mais avec l'appui quand même de structures publiques, hein, le GRAB, le FIBEL, qui nous ont suivis dans ces essais. Et donc, on a adopté en fait une position de pionnier, ce qui est très risqué parce que la réalité, c'est qu'on ne sait rien et qu'on ne fait qu'expérimenter. Donc, je trouve que en fait, dans cette expérimentation qui a été globalement, on va dire, ratée, puisqu'on n'a jamais pu vendre les arbres qu'on a produits dans les conditions où on les avait mis en place. Ça nous a demandé des heures de travail, on a épuisé nos équipes, arraché de l'herbe, enfin bref, ça a été hyper difficile. Je pense qu'on en paye les conséquences. On a découragé nos chefs de culture, enfin bref, on a été assez loin dans l'expérimentation. Et cet échec aussi-là, il est très apprenant, parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est pas du tout on-off. Absolument pas. Et quand on est dans la réalité, on peut être dans la théorie, on peut être dans l'idée, on peut être dans l'envie, l'enjeu, l'intention. Mais quand on arrive au faire et au produire, et ben alors là, on scoltine la difficulté. Donc je trouve que ça nous dit juste qu'il faut être très humble dans nous, nos intentions, dans ce qu'on arrive effectivement à faire. On a gardé des choses de ces expérimentations. On n'a pas fait off, pas du tout, mais simplement, on a appris que il faut, dans une modalité essai-erreur, apprendre que petit à petit, on va y arriver, que ce n'est pas du premier coup. Mais quand on a un enjeu de productivité, de rentabilité derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je trouve qu'en fait, dans le monde agricole, peut-être que nous, on a voulu peut-être aller plus loin, mais la volonté, elle est là. Je la vois, moi, chez les producteurs, d'essayer de faire différemment, de faire mieux, de faire autrement. Et moi, je crois beaucoup quand même à l'effet de l'échange entre pairs, de l'échange de bonnes pratiques, du fait que les choses, elles arrivent petit à petit, lentement, dans le temps, et que 30 ans, 40 ans, 50 ans de chimie, ça se switche pas aussi vite que ça. Voilà. Donc, c'est une trajectoire, en fait. C'est un chemin. Émilie, vous avez évoqué tout à l'heure que le fait de rentrer autour des enjeux au sens large de la transition au sein du groupe Vincent et chez Palfinger avait été un réalignement personnel. Et du coup, comment vous vivez ça, du coup, ce processus de transformation de l'entreprise? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui, par moment, vous inquiète, vous déprime, vous met en colère? Voilà. Alors, à titre personnel, ou alors dans le constat de ce qui bouge dans la mise en œuvre, parce que je crois que les stratégies sont formalisées et elles ont été publiées récemment dans l'entreprise. Est-ce que ça emmène aussi des gens derrière? Est-ce que ça participe à donner de l'élan, de l'énergie? Oui, alors c'est un réalignement personnel et familial, parce qu'on est une entreprise familiale, on est une direction familiale, un actionnariat familial, et moi, ça m'a permis de me réaligner par rapport à mes valeurs, mais pas que, le reste de la famille aussi. Ça, c'est très important, parce que j'ai peut-être impulsé le mouvement, mais en fait, le mouvement, il est collectif, et l'engagement, il est forcément collectif. Au départ, quand on attaque la réflexion, on se dit on est au pied d'une montagne. On se dit, par quoi on attaque, où est-ce qu'on va et comment. Et puis, à force, alors déjà, on se fait beaucoup accompagner par la BPI, par l'ADEME pour questionner notre bilan carbone, notre modèle économique pour diminuer nos émissions carbone, parce que notre bilan carbone est lié à 97% au métier de nos clients. Donc, autant dire qu'on n'a pas beaucoup de prise dessus. C'est hyper motivant parce que du coup, on embarque les équipes sur les réflexions qu'on peut mener. On
Et puis on se rend compte qu'à force de discuter, pas seulement en interne, mais aussi en externe, dans l'écosystème, globalement, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui se questionnent, qui réfléchissent, qui expérimentent. Et ça, c'est plutôt rassurant, parce qu'on s'inscrit quand même dans le temps long, hein, dans le travail de transition écologique et de transformation de nos modèles d'affaires. Moi, ce qui me porte, c'est que on apporte de la motivation, on donne du sens, on donne vraiment du sens à ce qu'on fait au quotidien, et on sent qu'il y a quand même une lame de fond. Voilà. Après, ce qui me met en colère, c'est le contexte géopolitique, ou le contexte politique actuel qui crée beaucoup d'incertitudes et du coup beaucoup d'attentisme, alors qu'on n'a quand même pas trop le temps on n'a pas trop de temps à perdre. Mais bon, je me dis que malgré ça, on avance, et on avance collectivement. Voilà. Merci. Je me souviens d'une conversation avec Sylvain Mathieu chez Bioline, à Grosscience, où il me disait qu'il percevait à un moment donné quelque chose qui a l'air un peu contradictoire, c'est que l'entreprise a un objet sociétal plutôt vertueux, plutôt porteur sur les questions de transition, et les questions sociales, c'est-à-dire en fait l'organisation de l'entreprise et le sens que peuvent y trouver les salariés, ce n'était pas une évidence en soi. Alors, je ne sais pas déjà si vous faites le même constat, mais voilà, comment on embarque finalement un peu avec l'entreprise, son objet social, la vision des dirigeants ou de ses financeurs, comment on embarque plus largement toutes les équipes. Est-ce qu'elles sont du coup très motivées? Est-ce qu'elles sont présentes pour la transition? Enfin voilà, comment ça se passe aussi avec les partenaires internes et les partenaires, d'autres partenaires externes que vous pourriez avoir? Le constat de Sylvain, je le partage, parce que lui, il l'a eu à une époque qui n'est plus l'époque dans laquelle je vis moi, puisque Sylvain est parti sur d'autres missions, mais il est toujours dans l'entreprise, hein, mais il est parti sur d'autres missions, je pense, 2021, par là, dans ces eaux-là. Donc ça fait 4 ans maintenant. Et je peux comprendre sa frustration, parce qu'à l'époque, on faisait partie d'un groupe plus grand. Et du coup, on n'avait pas forcément le soutien de la direction générale sur le comment. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté on veut aller là, mais le comment on va y aller, c'était un petit peu laissé en friche. Et je modérerais un petit peu la vie maintenant de Sylvain. Enfin, je modérerais ce que Sylvain avait dit à l'époque. Je pense qu'on est dans une meilleure disposition maintenant, parce que justement, on a une direction, on a des actionnaires, tout le monde est aligné sur là où on veut aller. Le principe et le questionnement de l'embarquement des salariés, il est au-delà de la partie écologique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés qui sont motivés par la transition écologique, mais on est aussi des salariés qui sont sensibles à quel est le niveau de vie, combien on les rémunère, qu'est-ce qu'on leur demande de faire, voilà, il y a toutes ces questions-là aussi, plus sociétales. Je pense qu'on est dans une situation qui a évolué et qui est un petit peu mieux que celle qu'elle était il y a quelques années en arrière, parce que on a restructuré les équipes, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. C'est toujours un peu cette dynamique pendulaire dans une entreprise. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, les gens sont fiers de ce qu'ils font, et ils l'étaient déjà du temps de Sylvain. Ils sont fiers de ce qu'ils font. Après, les conditions dans lesquelles ils les font, c'est toujours un petit peu, comme le disait Émilie, on est dans une situation géopolitique qui n'est pas facile, économique qui n'est pas facile. On reçoit plein d'informations dans tous les sens, tout le temps, tout et son contraire. Donc le salarié peut aussi être inquiet sur... je ne vous cache pas que quand on a annoncé au mois de février qu'on était racheté qu'il y avait des nouveaux actionnaires, les gens, ils étaient certes contents de la transition écologique, mais ils ont dit, ouais, mais notre boulot, nous, est-ce qu'il est toujours là demain? Et tout le monde est encore là. Et maintenant, ça va être de leur prouver que non seulement tout le monde est là, mais que tout le monde va mieux vivre de ce qui va se passer dans les 5 ou 6 ou 10 prochaines années. Donc... Oui, du coup, c'est le sens qu'on pourrait donner, qu'on doit donner à la notion de transition écologique et sociale. Quand on y adosse le social, c'est que la transition écologique, elle doit avoir
elle doit se faire en embarquant le plus grand nombre de gens possible. Et après, l'être humain, par les salariés. L'être humain, il fonctionne pas que sur une seule chose. On n'aime pas que la salade. On aime la salade, on aime les frites, on aime tout. Même si on se dit qu'on veut aimer que la salade, il y a un moment donné, on se dit bon, des frites, c'est pas mal quand même. Et donc du coup, je pense que le salarié et le dirigeant et les actionnaires, c'est dans une entièreté. C'est-à-dire qu'on va pas se faire que le focus sur l'écologie ou sur Émilie parlait du bilan carbone ou machin. Je veux dire, même en écologie, il y a énormément de choses. Il y a le bilan carbone, il y a l'impact des emballages, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont là pour nous dire est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait mal. Mais je pense que le salarié, en tant qu'être humain, a besoin d'avoir toutes les facettes qui sont complétées pour être satisfait. Il est peut-être très satisfait sur la partie transition écologique, sur la partie sociale, il va peut-être me dire il faudra peut-être faire quelque chose de mieux, de plus. Voilà. Mais on essaye de travailler avec tout le monde. Et merci. Et du coup, alors Isabelle, on a eu un temps d'échange avant avec un certain nombre d'entreprises adhérentes de l'association BioVallée. Et ressortait une idée un peu forte qui est assez facile à constater sur le territoire, c'est que le territoire attire beaucoup de profils de nouveaux arrivants aussi. Un certain nombre d'entre eux, si ce n'est une majorité, sont quand même des profils on pourrait dire socio-professionnels supérieurs. Et donc trouver des cadres pour embaucher dans des entreprises sur les questions de transition écologique, ici, pas trop compliqué. Trouver des salariés, des ouvriers, autres défis, surtout quand ils doivent trouver une maison, mais que les cadres les ont déjà achetés. Je résume un peu vite, mais Isabelle, comment ça se vit? Alors à la fois avec les clients, est-ce que les agriculteurs demandent du bio? Est-ce que les clients demandent du bio? Est-ce que les salariés eux-mêmes, vous arrivez à les embaucher facilement ou pas? Enfin voilà, rentrons à nouveau dans la réalité. Alors, je pense que cette question du recrutement, elle est là encore ultra sensible parce que je pense que nous, on a énormément de mal à recruter dans les métiers de la production. C'est très difficile. Et précisément, la nature même des personnes qui arrivent dans le territoire qui sont traversées par ces questions, pour lesquelles c'est des préoccupations, nous, ce qu'on constate, c'est une très grande difficulté à concilier ces aspirations avec les métiers de la production. C'est comme si nous n'arrivions pas à acculturer ces gens avec lesquels on partage des valeurs de transition à nos contraintes de production. Et du coup, on se retrouve, et ça a été le cas à plusieurs reprises, dans une espèce on va dire, comme de frontières, ou en tout cas d'incapacité à réconcilier la production agricole avec, en tout cas, un idéal de transition. Et c'est comme si, d'une certaine façon, quel que soit le niveau d'engagement ou de volonté qui était la nôtre, on n'arrivait pas à être suffisamment convaincant pour pouvoir capter ces profils-là. Je pense que c'est aussi lié à la nature de nos métiers qui est hyper dure. C'est des métiers hyper durs. C'est des métiers physiques, c'est des métiers manuels, c'est un artisanat végétal, puisqu'on ne fait que des gestes, on ne mécanise que très peu de choses. Donc en fait, notre difficulté, aujourd'hui, c'est devenu de recruter des ouvriers. On a tout un système en fait de recrutement de salariés étrangers qu'on loge et qui viennent passer 6 mois en France et qui repartent en Tunisie pour nous, voilà, parce qu'on n'est plus arrivé à recruter des salariés des ouvriers de production. Et aujourd'hui, nos cadres vieillissants et partant à la retraite, nous n'arrivons plus à trouver des cadres qui sont encore intéressés pour faire de la production agricole. C'est-à-dire qu'en fait, la génération d'ingénieurs agricoles agronomes ne se dédie plus à la production. Et ça, pour nous, c'est un vrai enjeu de durabilité. C'est comment on va arriver à réintéresser des gens à produire. Voilà. Oui, pareil. Peut-être que ce qu'on fait mal, c'est communiquer et partager nos pratiques, etc. Peut-être que ça, on l'a pas assez fait, peut-être qu'on l'a mal fait, mais la réalité, c'est que ça n'est pas du tout suffisant pour arriver à recruter. Oui, pas du tout. Au moins pour les postes d'encadrement où les questions de sens pourraient plus facilement être appréhendées.
Et peut-être, alors terminer avec Émilie, on avait évoqué rapidement dans un échange là, avant cette table ronde, le fait que la montagne, on est au pied de la montagne, bon, il faut commencer à monter, mais qu'on commence à monter, puis à un moment on se rend compte qu'on ne monte pas tout seul. J'ai cru comprendre que c'était un peu le cas, du coup, y compris dans l'industrie mécanique. Oui, c'est... Enfin, ce qui est assez chouette, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est par exemple qu'on a on est distributeur de matériel de manutention, on est partenaire de constructeurs pour qui ces problématiques, il y a encore un an, n'étaient pas du tout à l'ordre du jour. Envisager de diminuer la production de matériel neuf mis sur le marché, ce n'était pas un sujet pour eux. Le reconditionnement de pièces et de matériel, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'en est devenu un. Donc il y a une vraie réflexion là autour. On avance pas à pas. C'est long. Il faut qu'on expérimente, donc on essaye de faire du matériel reconditionné, donc il faut récupérer du matériel, voir à quel niveau économique on se positionne pour que ce matériel reconditionné soit vendable, trouve un client. Il faut capter des pièces pour les remettre en état, les remettre sur le marché. On se lance sur le marché de la location pour capter la seconde main. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous échappe. Donc là, c'est pareil, il y a un délai de latence qui est un petit peu long pour pouvoir expérimenter. Et aujourd'hui, on commence à réfléchir avec un ou deux clients sur la notion d'économie de la fonctionnalité. Et ça, je pense qu'il y a un an, c'était vraiment pas d'actualité, même chez un client, quoi. Donc, je pense qu'on est en train de mettre à profit la très forte augmentation des prix d'il y a 2 ou 3 ans, qui font que amortir un matériel qui coûte beaucoup d'argent sur une durée jusqu'à présent normale de 5, 7, 8 ans, aujourd'hui, c'est un problème pour nos clients. Et donc, ils se questionnent sur acquérir différemment, utiliser différemment. Et donc voilà, on est sur un terrain d'expérimentation et de réflexion ensemble. Sachant que revoir complètement un modèle économique, ça pose question de la pérennité, quoi. C'est où est-ce qu'on met les pieds, jusqu'où on va. Ça pose plein de questions. Mais c'est passionnant en même temps. Bien, bravo d'avoir chaussé vos chaussures de marche et d'avoir entamé la montée. Et bon courage à vous, en tout cas pour la suite. Merci, du coup, merci beaucoup d'avoir contribué pour cette table ronde. Très bien, merci. Merci Yannick et merci à tous les participants à la table ronde. Donc la séquence suivante sera dédiée à un exemple de coopération entre une entreprise membre de la communauté J'entreprends BioVallée et un acteur de l'économie sociale et solidaire du territoire. Donc à savoir qu'au moment du lancement de l'animation de cette communauté J'entreprends BioVallée, les entreprises fondatrices et les personnes qui étaient impliquées, comme l'a mentionné Philippe, au sein de l'association, ont souhaité que ce poste d'écologie industrielle et territoriale soit chargé d'un côté d'animer cette dynamique entre pairs, comme vous le voyez, entre dirigeants d'entreprises classiques, entre guillemets, et puis d'un autre côté, de venir en appui des dynamiques d'économie circulaire sur le territoire. L'intuition étant que, à la fois, il y avait peut-être des sujets autour de l'économie circulaire entre les entreprises membres de la communauté, et puis également des échanges intéressants à avoir sur ces questions de recyclage, de réemploi, d'échange de matériaux, de mutualisation de certaines choses entre acteurs en général du territoire. Donc pour illustrer cela, j'appelle Paul-Henri Martin, directeur général de l'entreprise du groupe Lyotard TP, Laurence Bayeul, valoriste, et vous pouvez vous asseoir aussi, Laurence Bayeul, valoriste à la matériothèque La Chignole, et Pierre Belliry, coprésident de
La Chignole également. Et donc c'est parti. Paul-Henri, pour commencer. Tu es directeur général depuis 2022. Tu as hérité entre guillemets, tu es devenu directeur général. Tu as pris la suite de Jean-Luc et Hervé Lyotard notamment. Et il y a tout un historique de Lyotard TP sur les questions d'économie circulaire. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Est-ce que tu peux nous dire, toi, quand tu es devenu dirigeant, comment est-ce que tu as appris un peu cet héritage, cette culture d'entreprise, et comment est-ce que tu souhaites maintenant le développer? Oui, donc l'entreprise Lyotard, c'est une vieille entreprise de la vallée qui s'est agrandie il y a 10 ans là, avec la fusion avec 2 autres petites entreprises qui étaient plus crétoises, la Audra-Pinchino et Russier, dont je faisais partie à l'époque. Ces 2 entreprises, elles ont un gros historique sur du recyclage de matériaux, notamment de la récupération de gravats issus des démolitions, des déchetteries communales, intercommunales. Parce que dans la vallée, il y a très peu de carrières, il y a très peu de matériaux disponibles pour nos chantiers, pour nos plateformes, pour nos routes, pour nos infrastructures, ce qui est essentiel. Donc le recyclage, il s'est fait très tôt. La plateforme de Cré, vous avez dû passer devant pour venir, je crois qu'elle date des années 2000. Et sur Aurel, on recycle aussi depuis à peu près les mêmes années. Donc dans un premier temps, c'était pour répondre à nos activités propres, c'est-à-dire répondre à nos besoins en agrégat, récupérer nos produits de démolition, éventuellement les produits des tiers, histoire de minimiser le coût de transport qui est quand même lourd, pour les concasser, les recycler et en faire des matériaux soit de couches de fondation de chaussée, soit des matériaux plus fins d'enrobage de canalisation. Sur nos 2 sites, là actuellement, on revalorise à peu près uniquement sur les gravats 25 à 30 000 tonnes par an. Donc en entrée, et on essaye d'équilibrer entrée-sortie parce que la place est limitée. Ces 2 sites faisant l'objet d'un arrêté préfectoral, enfin un enregistrement, une déclaration préfectorale, on en a profité notamment pour le site de Cré depuis très longtemps, pour l'ouvrir au tiers sur d'autres filières, donc la récupération des déchets verts, qui sont broyés et qui sont ensuite compostés, et sur tous les autres déchets du bâtiment, donc le bois de démolition, les déchets industriels banaux, tous les petits déchets de chantier. Et depuis 2 ans, il y a une petite révolution. La REP est apparue dans le bâtiment, c'est-à-dire que maintenant, les entreprises achètent des matériaux, payent une écotaxe dessus, qui leur permet de, entre guillemets, éliminer leurs déchets gratuitement. Là où elles vendent, elles payaient. Nous, on a donc adhéré, tout de suite pris le virage, adhéré à un éco-organisme qui s'appelle Valobat, il y a 2 ans, qui nous a mis à disposition des bennes. Maintenant, on a 7 flux. On trie au mieux tout ce qui arrive. On sensibilise les entreprises tierces, donc on est ouvert à tous. Et on commence à faire un gros effort sur le tri, la récupération et surtout le tri fin des matériaux de chantier qui avant finissaient quand même. Donc les gravats, ça allait bien. Le TP, c'était bien mis en route. Par contre, tout le reste du chantier, c'était la benne fourre-tout. Ça finissait chez Suez ou chez Donzère un trou. Et ça commence petit à petit à évoluer. Les coûts de traitement, de toute façon, sont devenus très très chers. Donc les gens commencent à avoir intérêt à trier. Les entreprises aussi, donc ils sensibilisent aussi leur personnel. Et on voit une véritable tendance sur ces 7 flux avec un vrai tri des matériaux. Merci. On passe maintenant à La Chignole. Est-ce que Pierre, tu peux du coup nous présenter La Chignole et notamment son activité matériothèque? Oui, bonjour. Donc La Chignole, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore, c'est d'abord une association, on n'est pas une entreprise. On n'est pas non plus vraiment une entreprise sociale et solidaire, mais on fonctionne en association. On se définit comme une bricothèque, alors appellation peut-être un petit peu originale, qui repose sur 4 activités complémentaires. La première, celle qui en fait nous assure le plus gros chiffre d'affaires et qui tient vraiment la boutique, on pourrait dire, c'est la matériothèque, donc la collecte et la revente de matériaux du bâtiment et de la construction de seconde main, donc d'occasion. La deuxième, c'est l'outitech. Il n'y a pas beaucoup d'outitech en France qui mutualisent comme ça les outils, qu'ils soient outils à main, outils électriques ou outils thermiques d'ailleurs. Donc on joue un rôle social en parallèle aux loueurs de matériel plus traditionnel. La troisième fonction, le troisième axe d'activité qu'on a, c'est l'animation et la formation. Et le quatrième, c'est l'ouverture d'un atelier bien équipé qui est à la disposition de gens qui sont relativement autonomes pour réaliser eux-mêmes des projets.
Donc voilà ce que c'est la définition qu'on donne à cette bricothèque. Nos ressources, les collectes que l'on peut faire, ce sont des dons. On n'achète rien en matériaux. Ce sont des dons qui proviennent encore essentiellement aujourd'hui des particuliers, plus que des entreprises. Notre public, nos adhérents, ce sont essentiellement également des particuliers, pas tellement des professionnels, ou de façon très, très occasionnelle. Mais c'est là que l'on cherche précisément à développer ces origines de ressources, ces gisements potentiels, en se tournant de plus en plus vers les professionnels, notamment à l'occasion de ce que présentait M. Martin sur la responsabilité étendue des producteurs, qui touche aussi bien les industriels que les négociants en matériaux et produits du bâtiment. Ce n'est pas notre fonction première, puis c'est un circuit a priori particulier, le circuit de la REP. Nous, on était plutôt en relation avec des collectivités territoriales qui géraient les déchets ménagers. Là, c'est un domaine différent, mais on s'engage petit à petit dans cette coopération avec les professionnels. Très bien, merci Pierre. Paul-Henri, de nouveau, du coup, pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer, raconter comment est-ce que tu as rencontré La Chignole et quel intérêt tu vois à coopérer avec ce type d'acteurs sur le territoire? Donc La Chignole, moi je les connaissais à titre personnel parce que j'étais déjà allé une fois chez eux, puis on vous avait fait des travaux il y a quelques temps. Mais à travers BioVallée et nous, la REP se mettant en place de notre côté sur nos plateformes, ayant de plus en plus d'entrants, parce qu'au début, il n'y avait pas un gros intérêt. C'est comme tout, ça met du temps à démarrer. C'est pas immédiat, cette REP. Ça fait vraiment depuis 6 mois que ça fonctionne bien, qu'on a vraiment des apports bien triés. À force de sensibiliser les entreprises, que les gens se mettent dans le coup. Donc BioVallée nous a mis assez logiquement en rapport avec La Chignole, se disant que nous on avait beaucoup de matériaux qui arrivent. Nous, ces matériaux qui arrivent, ça reste quand même des déchets. On n'a aucun intérêt, on les revend pas derrière sur ces bois et tout ça. Donc en fait, il y a des choses qui sont récupérables, qu'on voit régulièrement passer dans nos bennes, que ce soit des menuiseries, du bois, du placo. Il y a des choses qui valent encore le coup, qui pour une entreprise ne sont pas gardées, mais qui à titre de récupération sont encore en très très bon état et peuvent être réemployés très facilement. Donc au lieu que ça parte en déchets ultimes ou en retraitement, c'est là que vous nous avez mis en lien, se disant qu'il y avait certainement un partenariat à créer et des liens à tisser pour que vous puissiez profiter de nos locaux et de nos installations pour venir récupérer tout ce qui pour vous semblait réutilisable. Très sincèrement, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas non plus de mésintérêt, c'est plutôt une volonté de l'entreprise, personnelle de mon côté, mais de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs locaux, plutôt que ça parte on ne sait où, si ça peut resservir à des gens localement, il y a quand même plus d'intérêt. Enfin, en tout cas pour nous, il n'y a aucune importance à ce que ça parte ailleurs. Très bien, merci. Et du coup, je passe la parole à Laurence pour conclure. Est-ce que tu peux nous expliquer, Laurence, comment ça s'est passé très concrètement, le lien avec l'entreprise Lyotard, et quel rôle tu as joué pour essayer d'aller dénicher ces matériaux, précieux matériaux qui pourraient donner lieu à du réemploi, de la réutilisation, peut-être plutôt que du recyclage, parce que dans le cadre de la REP, on est plutôt sur des logiques de recyclage. Alors, on s'est rencontrés grâce à la BioVallée. On a improvisé une solution entre nous en ne sachant pas trop sur quelle base, comment fonctionner en fait. Donc, on est vraiment comme ce que vous avez décrit avant, dans une improvisation complète. On fait au mieux, au moment, on passe toutes les semaines, voire faire des maraudes pour repérer les matériaux. Le logisticien, Loïs de la plateforme, est très réactif, donc dès qu'il a quelque chose qui lui semble intéressant, réemploi, il passe un coup de fil et on arrive direct. Donc on est vraiment en train d'installer notre coopération. On a une benne que vous êtes venu chercher, qui est venue sur le site pour faire une sorte de zone tampon, pour pouvoir ne pas être bousculé à la récupération, parce que des fois les très gros volumes, alors d'abord on n'est pas en capacité de les gérer, en termes de déplacement, de logistique, de stockage, de conditionnement, de prix d'un matériau de réemploi. Il n'y a pas vraiment un marché sur combien coûte de la laine de roche en réemploi. Donc on est vraiment en train d'installer nos partenariats. Et on a un bénévole qu'on est en train de fermer aujourd'hui, qui a l'air de se régaler de cette idée, donc qui vient avec moi et qui se forme tout doucement à comment on enlève un survitrage,
quel type de fenêtre on va récupérer, quel type d'isolant. Voilà, donc c'est vraiment en cours. Ça fait 6 mois là qu'on a commencé à... Voilà, donc on fait le petit maillage qui manquait, voilà, à notre échelle pour l'instant. Et l'étape suivante, du coup, pour plus aller un cran plus loin. Ouais, plus s'organiser, mieux organiser aussi nos bennes, nos collectes. Enfin, tout s'emboîte. Voilà, on n'avait pas encore de véhicule, on va avoir un véhicule demain. Donc faire des collectes sans véhicule, c'est pas forcément des trucs faciles. Voilà, donc tout se met en route, voilà, avec des gens qui ont vraiment envie de nous aider, de nous soutenir, et puis qui s'intéressent à la question. Peut-être une toute dernière question qui n'était pas prévue, mais est-ce qu'en interne au sein de l'association La Chignole, du coup, c'est un sujet qui fait consensus, le fait de s'adresser, enfin de travailler avec les professionnels du territoire et de, du coup, forcément professionnaliser aussi les procédés, etc. Alors oui, c'est ce qu'on cherche. Après, on voit aussi qu'il y a tout un tas de choses qui sont pas encore en place, en fait. Ni sur le maillage territorial, ni sur l'intention louable, ou en tout cas, il y a des carottes qui sont des carottes financières, il y a des carottes qui sont... on ne sait pas comment s'y prendre. Donc vraiment, nous, on joue ce petit... Et on porte, comme vous, on porte des valeurs fortes. Moi, je ne travaille pas à La Chignole parce que ça ne m'intéresse pas. Je travaille à La Chignole parce que j'ai la volonté de changer quelque chose dans la donne de ce qui se passe en termes de déchets. Par contre, ça va très très vite et on jugule pas. On est quand même 7 matériothèques sur le département. Donc c'est un des départements les plus dotés. On travaille tous ensemble et on n'arrive pas à absorber et à vous offrir des possibilités à la hauteur des enjeux qu'il y a là aujourd'hui. En tonnage, hein, je parle que de tonnage, là, hein, en volume, quoi. Voilà. La montagne des déchets du BTP reste importante, évidemment. Merci à tous les 3 d'avoir joué le jeu et bonne suite de collaboration. Bien. Pour la séquence suivante, les familiers des conférences de l'association BioVallée le savent sans doute, mais nous avons désormais pour habitude de proposer à des personnes avec lesquelles nous travaillons régulièrement de jouer le jeu de ce que nous avons appelé le témoignage vivant. Donc l'idée, c'est que ces personnes se présentent autrement qu'à travers leur fiche de poste ou leur CV, et qu'ils se racontent de manière un peu plus ample, et qu'ils partagent comment ils en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, la communauté J'entreprends BioVallée, c'est d'abord une communauté humaine, et il nous paraissait donc intéressant de donner la parole et de proposer à un dirigeant de la communauté, un membre de la communauté, de jouer le jeu de ce témoignage vivant. Et moi, j'ai tout de suite pensé à Stéphane Couret pour cet exercice, à son plus grand étonnement. Pourquoi Stéphane ? Car selon moi, il symbolise parfaitement le caractère authentique des échanges qui ont lieu au sein de la communauté et que j'ai le plaisir d'animer depuis 3 ans. Et il en est pour beaucoup. Et nous l'avons aussi vu cheminer ces dernières années, s'affirmant comme un dirigeant attachant, fidèle, assidu et pleinement engagé sur les questions de transition. Donc Stéphane, l'exercice n'est pas facile, je le sais, mais je sais aussi que le public sera extrêmement bienveillant envers toi et que tu t'es aussi très bien préparé ces derniers jours. Donc, je te laisse la parole pour 10-15 minutes. À toi de voir. Là, plutôt, non, c'est pas... Seul en scène. Merci, bonsoir. C'est toujours difficile de parler de soi-même, surtout que j'avais pas tout à fait le cahier des charges comme j'aurais aimé. Donc oui, je suis né il y a une 60aine d'années à Valence. J'ai grandi dans la plaine de l'Oriole, dans une famille agricole, donc rien d'exceptionnel par rapport au territoire. J'aime ce territoire. J'ai fait une formation en génie civil qui m'a éloigné, mais qui m'a permis aussi de voyager énormément à travers le monde, à une époque où on ne regardait pas trop notre bilan carbone, parce que sinon, là, il me faudrait beaucoup de vie pour le rattraper.
Donc cette formation en génie civil m'a mené dans beaucoup de pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, où j'intervenais pour un grand groupe qui intervenait lui-même pour la FAO. La FAO, c'est le Fonds de l'agriculture et du développement des Nations Unies. Et c'est peut-être là que ma conviction écologique a démarré. On faisait beaucoup de projets qui étaient en complet décalage. En gros, bon, moi, je suis dans la construction, hein, donc on faisait des infrastructures, on faisait des choses comme ça. En gros, quand vous prévoyez une route, quand vous prévoyez un aéroport, on fait des études des années à l'avance. On ne parlera pas de la déviation de Loriol-Livron, hein, Francis. Mais on fait des études des années à l'avance, mais globalement, l'emplacement ne va pas changer, les talus ne vont pas changer, la montagne ne va pas changer de place. Quand vous faites des aménagements hydrauliques, donc des aménagements, des confortements de cours d'eau, de rivières, le temps des études, quelques années après, si on fait les travaux, la rivière a probablement changé de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Elle s'est approfondie ou au contraire, elle s'est remblayée. Et on faisait beaucoup de projets qui servaient strictement à rien. Il faut appeler un chat, où on dépensait beaucoup d'argent en vain. Et c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup, mais énormément. Bon, bref, revenu à des préoccupations plus territoriales, je suis revenu, je me suis installé, et je me disais, mais comment faire des aménagements de cours d'eau, de routes, de choses comme ça, plus respectueuses de l'environnement. J'étais un amoureux du béton, hein. De par ma formation, il y en a qui aiment le pétrole, bon, ils essayent de se rattraper maintenant. Moi, j'étais un amoureux du béton, j'en conviens, bon bref, voilà. Et je me disais, mais tous ces projets que l'on fait en coulant des mètres cubes et des mètres cubes de béton, ouais. Et je me disais, mais il y a peut-être des solutions en jouant avec le vivant. Puisqu'en fait, on s'apercevait que si on voulait, bon, par exemple, limiter l'avancée du désert ou d'autres choses, en plantant des arbres, on arrivait à obtenir des résultats fantastiques avec des budgets très très faibles. Bref, je fais plus court maintenant, je reviens un peu à mes contrées, et là, je découvre, notamment dans des pays nordiques, mais aussi beaucoup en Allemagne, en Suisse, et plus tard au Royaume-Uni, ce qu'on appelle l'Angleterre souvent, que ces gens-là utilisent des végétaux, donc des arbres, des plantes, pour stabiliser les talus, pour stabiliser les berges. Et pour moi, amoureux du béton, je me disais, mais comment ça peut marcher, quoi ? Moi, je viens du milieu agricole où un champ propre, c'est un champ bien entretenu, c'était un champ où il n'y avait pas une herbe. Un cours d'eau bien entretenu, c'était un cours d'eau où on avait passé les pareuses 20 fois par an et il n'y avait rien qui poussait. Et donc, les Allemands, ils ne sont pas plus cons que les Français, les Suisses non plus, voire un peu plus respectueux de l'environnement, et ça marchait chez eux. Donc, je me disais, ça marche chez eux, et pourquoi en France, personne ne le fait ? Et c'est là que, modestement, ou au contraire, avec un orgueil démesuré, j'ai pensé qu'on pouvait extrapoler et faire ça en France. Donc au début, mon petit leitmotiv faisait rire tout le monde. Et puis, fort d'un bagage technique, je suis arrivé à démontrer qu'on pouvait faire de l'écologie, je ne parlerai pas de régénérative, mais on pouvait faire des solutions écologiques douces qui tiennent. Alors, bon, les techniciens disaient, mais non, ça ne peut pas marcher. Les écolos disaient, mais non, il faut aller plus loin. Donc, Aquaterra Solutions a été créé à ce moment-là avec l'ambition de faire connaître des alternatives au génie civil, j'allais dire tout enrochement pour les protections de berges, ou tout béton pour d'autres solutions. Les débuts ont été difficiles, parce que différents. J'ai eu la chance d'avoir un maître à penser allemand qui était alors un écolo fou, un extrême gauchiste, bref, pas tout à fait mon truc. Franchement, je le dis, moi j'étais hyper raisonnable. Alors lui était contre le nucléaire, il était contre le solaire. Pourquoi contre le solaire ? Moi je trouvais ça bien. Il me dit, mais c'est une connerie, ces panneaux solaires. Aujourd'hui, juste le retour sur investissement, sur l'énergie pour les produire, il va falloir 20, 30 ans. Et les rendements, c'est pas possible. Et moi je me dis, quoi ? Le mec, il est... Pardon ? C'était il y a 20 ans, en effet, merci de le souligner. Pareil pour le papier. Moi, je pensais être écolo en utilisant du papier recyclé. Et cet Allemand, qui est un docteur entre nous, il me dit, mais le papier recyclé, mais c'est une hérésie, quoi. Le papier, ça pousse dans les champs, comme le maïs, comme les pommes de terre. En France, vous avez des forêts. Il y avait une tempête en 2003. Donc, il y avait des quantités de bois qui allaient pourrir. Et il disait, mais il faut faire du papier. Quand tu utilises un papier recyclé, les fibres, elles sont cassées.
Il va falloir donc un papier plus épais pour qu'il ait de la main, pour qu'il ait de la tenue. Il va falloir mettre des encres au plomb, alors qu'on peut faire des encres végétales beaucoup plus écologiques. Regarde ton bilan carbone. Si ton dépliant il est plus lourd, il va falloir plus de carburant pour le transporter, payer plus cher de timbre. Je me dis, mais il est complètement con. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas d'enfant, donc on peut dire des gros mots. En tout cas, parler vrai. Bon, bref, je me suis un peu formé. Puis il y a eu quelques livres dont je dirais le nom parce qu'ils ne sont pas en français, mais qui m'ont beaucoup ouvert. Donc j'ai créé Aquaterra Solutions, comme je vous l'ai dit, avec l'idée de proposer des solutions douces, respectueuses de l'environnement. Le temps a fait, et puis rapidement je me suis aperçu qu'en fait, moi je bossais comme un fou, des fois j'ai travaillé pour 10, des fois pour 0. Et puis quand on lançait un marché, quand on lançait un appel d'offres avec des spécifications différentes, les entreprises de travaux publics, j'ai rien contre Lyotard, tout au contraire, les entreprises de terrassement, eh ben, elles en revenaient au traditionnel béton, enrochement qu'elles connaissaient bien. Et puis, quand on arrivait à faire un chantier, le seul qui gagnait sa vie, c'était le gars qui importait des produits allemands. Et puis, ben, pas moi. Donc, après, on a évolué pour devenir aussi une société qui, donc, concevons, mais aussi vendons. Et donc, ça permettait de lisser un peu l'activité et de financer le développement de solutions plus douces. Notre première baseline, c'était des solutions douces, respectueuses de l'environnement. Après, ça a été concilier environnement et solutions techniques fiables. Puis ça a été, pas qu'on change pour changer, hein, mais ça change. Quand j'ai entendu il y a 20 ans, c'est vrai qu'au fil des années, on a changé. Récemment, c'était construire avec la nature. Et là, on veut changer pour dire agir avec la nature. Moi, je voudrais quand même dire merci au directeur de Pieux-Vallée, mais aussi à Pierre. Parce qu'en fait, Pierre, au début, quand je me suis dit, mais il est fou ce mec, venir sur le territoire pour prendre un projet comme ça, et ben, honnêtement, je me suis pas éclaté, mais je me reconnais maintenant dans cette association. Et puis, il y a des gens qui ont travaillé chez Veolia, et c'est pas une honte. Et ça aussi, j'aime beaucoup Philippe pour tout ce qu'il m'a apporté, mais aussi tous les gens de l'association. Non, le bout de la fin... bon, mais je vous ai dit, je suis né il y a 60 ans, donc j'ai 60 ans, en effet. Moi, j'apprécie beaucoup quand même qu'il y ait des structures qui, aujourd'hui, quand j'entends la Chignole ou toutes ces choses, qui se mettent en place. Des choses qui paraissaient impensables. Il y a 20 ans, on a parlé des panneaux solaires, mais on a parlé de plein d'autres choses. J'étais vraiment... pas crédible. Hier, j'étais sur le salon Paysalia, donc le salon du paysage à Lyon en tant que visiteur. Et il y a 15 jours, on était en tant qu'exposant au salon de la biodiversité et de l'écologie qui a lieu pendant le salon des maires et des collectivités locales à Paris. Et on voit l'évolution, mais qui est spectaculaire. Aujourd'hui, nous sommes membres de l'UPG, l'Union des professionnels du génie écologique. Sincèrement, il y a 6-7 ans, la liste, elle était facile. Sur une doigt d'une main, ça se tenait. Aujourd'hui, il y a 300-350 adhérents et il y en a chaque mois qui rentrent. Toutes les entreprises, tous les grands groupes de travaux publics, tous les grands groupes de terrassement sont membres de l'UPG, l'Union des professionnels du génie écologique. Ce qui était inconcevable, impensable il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, les critères de sélection sont très, très difficiles pour justement prendre que les meilleurs bureaux d'études et que les entreprises qui sont les plus vertueuses. Il y a même des qualifications qui se mettent en place. Donc moi, je trouve que c'est super. Moi, je suis optimiste. Je regrette juste de ne pas avoir 20 ans de moins pour avoir le temps de changer plein de choses. Mais bon, ben, le temps nous est donné, bon, le temps nous est compté. On aura fait ce qu'on a pu. Voilà, merci. Ça marche toujours ici ? Oui. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté de jouer le jeu. Tu t'en es très très bien sorti. Dernière étape avant le cocktail et qu'on se rencontre, qu'on se re-rencontre éventuellement autour d'une petite clairette peut-être. Pourquoi pas. Et donc, dernière étape. Ah, c'est soit l'écran, soit l'OA. Donc, il faut que je fasse ça. Dernière étape. Je donne la parole à Jean-Pascal Abdelli en tant que directeur d'Elixence France, membre de la communauté J'entreprends Biovallée, mais également
membre du conseil d'administration de l'association BioVallée, très impliqué dans l'association et dans la communauté depuis de nombreuses années. Je donne la parole à Jean-Pascal pour à la fois nous témoigner de la démarche d'Helixens vis-à-vis du territoire, de l'importance du territoire pour Helixens dans les liens aux différents acteurs, et puis peut-être pour susciter de nouveaux engagements au sein de l'association. Je te laisse la parole. Est-ce que ça marche là ? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Pierre d'avoir pensé à Helixens pour conclure cette soirée. Lourde responsabilité. Vous êtes probablement assoiffés et affamés. Et je vais essayer d'être à la fois concret et rapide. Alors, pour caractériser notre lien au territoire, le premier point que j'ai relevé, c'était la réalité physique, avec le fait qu'on soit implanté juste de l'autre côté de la rue. Et donc, on est clairement au cœur de l'écosite, au cœur de la BioVallée. Donc, c'est la première réalité physique qui nous lie au territoire. Au point que, avec les évolutions de la société et de notre groupe familial, nous avons même positionné le siège de la société Helixens France et même du groupe familial qui détient Helixens France en BioVallée. La deuxième réalité, c'est notre activité elle-même. Nous travaillons dans le domaine des plantes aromatiques. On produit des huiles essentielles, des eaux florales et des plantes sèches. Et une bonne partie de nos producteurs avec lesquels on travaille, qui sont regroupés au sein d'un groupement qui s'appelle Sica Bioplantes, sont eux-mêmes positionnés pour les 2/3 dans la Drôme et pour une partie encore insuffisante, je pense, en BioVallée. Donc on est clairement engagé sur le long terme avec nos producteurs et donc on s'est positionné au cœur de notre bassin de production. L'activité, la troisième lien avec le territoire et avec BioVallée, c'est cette volonté de valoriser cette expertise dans le domaine des plantes aromatiques. Et la Drôme et la BioVallée en particulier ont un vrai savoir-faire dans le domaine de la culture et de la valorisation des plantes aromatiques, principalement bio. Et ce sont des valeurs qu'on souhaite promouvoir depuis le territoire de BioVallée, avec notamment l'organisation avec le pilotage de Claude Boudel du colloque bisannuel des plantes à parfum qui se tient les mois de mars chaque 2 années et qui traite de thèmes spécifiques à notre filière plantes à parfum et qui cherche à faire agir et réagir notamment les sociétés de la vallée qui sont dynamiques dans ce secteur. Donc, c'était le premier point. Donc, réalité géographique, un peu comme un arbre. Je vais prendre une métaphore végétale pour poursuivre. Les autres éléments sont liés à de la collaboration, un peu comme un arbre par son système racinaire, développe des collaborations. Il y a un certain nombre de partenaires de la BioVallée avec lesquels on a noué des relations de partenariat. Je pourrais citer le Fab Lab, Colambol, le projet Sous les arbres, la Chignole. Et donc Helixens a noué des partenariats ou des collaborations avec ces structures, toutes catalysées par BioVallée. Il y a également des choses qui sont donc non physiques, il y a des flux physiques, mais plus liés à la transmission d'informations ou de savoir, avec des réceptions régulières de groupes. Ça peut être des écoles, ça peut être des interventions dans des structures de la BioVallée, comme les Amanins, ou ça peut être des groupes que reçoit BioVallée et que l'on reçoit chez nous pour illustrer modestement notre contribution à la vie de la BioVallée. Et puis un petit mot plus particulier sur le groupe d'entreprises J'entreprends en BioVallée, avec là aussi des expériences qui sont partagées, des échanges de
de pratiques qui sont très enrichissantes et avec des contributions croisées souvent. Il y a eu quelques exemples tout à l'heure. Voilà, donc en tant que membre du conseil d'administration de BioVallée, représentant le collège des entreprises et membre aussi du collectif J'entreprends BioVallée, pour conclure, vous l'avez vu sur les premières présentations, je dirais que BioVallée, c'est un formidable terreau pour le développement de nos entreprises et je vous invite à le rejoindre. Merci beaucoup Jean-Pascal. Tu peux rester ici puisque toute dernière séquence, je vous propose la séquence photo de famille avant d'aller tranquillement vers la salle juste en face pour le cocktail et poursuivre la soirée ensemble si vous le voulez bien.